Merci, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je dois remercier Camille Rico et toute l'équipe des Rencontres internationales de la diversité de m'avoir invité à vous rejoindre pour ce bel événement. Je suis très ravie d'être là, surtout que c'est ma première fois à Bayonne. Donc le climat est très accueillant et les Bayonnais aussi, je le pense. Et donc voilà, je vais intervenir cet après-midi en tant que praticienne, pas en tant qu'universitaire, au risque de vous décevoir, parce que je vais partager avec vous l'expérience de la Maison des journalistes en matière de diversité. Donc en deux mots, la Maison des journalistes est une structure unique au monde, comme il vient de le dire Camille, qui accueille et accompagne des journalistes qui ont été persécutés dans leur pays. Alors pourquoi cette thématique-là de la diversité m'a interpellée? C'est parce que nous, justement, nous avons une expérience assez marquée en termes de diversité, entre guillemets, même si c'est un terme qui regroupe énormément de choses, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Donc mon intervention se structure en trois parties. Donc d'abord, je vais vous présenter très rapidement la spécificité de cette structure et surtout le public que nous accueillons. Donc, dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'approche qu'on utilise ou encore de la manière dont on arrive à assurer une forme de cohésion dans et avec cette diversité. Et pour finir, je prendrai des exemples de projets innovants qu'on mène avec ce public issu de cultures, de pays, avec des gens issus de pays très différents. Et le reste du temps, je pense qu'on pourra avoir pas mal de temps pour échanger ensemble, parce que j'aimerais bien vous écouter et répondre à vos questions sur la Maison des journalistes et sur les actions que nous menons. Et peut-être à la fin arriver, après avoir échangé sur d'autres initiatives, d'autres actions qui sont menées en matière de diversité, arriver à une forme de modélisation justement de ces pratiques et de ces actions. Alors, comme je le disais, c'est une structure qui est unique au monde, qui accueille et accompagne des journalistes qui ont été persécutés dans leur pays pour avoir tout simplement pratiquer une presse libre. Donc ces journalistes, ils viennent de partout et ils arrivent surtout en catastrophe en France. Donc je vais vous présenter ce dessin qui résume... J'ai sauté une diapo. Ici? Oui, non, celle-là. Voilà. Non, oui, c'est là. Oui, donc ça résume en quelque sorte le parcours des personnes que nous accueillons. Donc des journalistes qui ont tenté de pratiquer librement leur métier, qui ont été pourchassés dans leur pays par des régimes totalitaires et liberticides, c'est le cas de le dire, et qui se retrouvent en France, à Paris, donc qui arrivent dans des conditions assez particulières. Ce sont des personnes qui n'ont pas qui n'avaient pas préparé leur départ, leur voyage. Souvent, ils se retrouvent en France au gré des circonstances. Donc, des fois, ça se fait très rapidement. Donc, parce qu'il fallait fuir. Parce que ce qu'il faut savoir, ce sont des personnes qui n'avaient pas le choix. Donc, soit ils étaient emprisonnés, même s'il y en a qui arrivent et qui avaient fait de la prison avant, soit ils sont tués, tout simplement. Et pour cela, vous pouvez vous référer au rapport d'organisations de défense des droits des journalistes comme Reporters sans frontières, comme Freedom House ou le Comité de protection des journalistes pour comprendre l'ampleur de ce phénomène. Donc tous les ans, c'est un nombre assez important de journalistes qui sont tués, qui sont emprisonnés, qui sont torturés pour nous dire la vérité tout simplement parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc dire la vérité et montrer la face du monde. Donc depuis la création de la maison en 2002, nous avons accueilli plus de 400 journalistes de 70 pays qui arrivent de pays qui sont en guerre, qui arrivent de pays où la liberté de la presse n'est pas menacée. Donc on est avant tout une résidence, donc pour vous donner une idée du profil des journalistes, enfin des nationalités qui sont représentées, parce que ça fait quand même écho à une certaine
actualité. Donc en ce moment, on a bien évidemment beaucoup de journalistes syriens dans cette maison. On a des journalistes yéménites depuis 2015. Depuis 2014, on a accueilli pas mal de yéménites avec cette crise silencieuse qui sévit actuellement dans ce pays. Donc les Syriens, c'est depuis 2011. On a des journalistes afghans, des Congolais. On vient d'accueillir un journaliste kazakh. Donc ça, c'est pour les 14 journalistes qui sont en résidence actuellement. On a des journalistes pakistanais, des journalistes égyptiens. Voilà, donc c'est une forme de baromètre de la situation de la presse et des conflits dans le monde, cette maison. Mais je voulais surtout vous présenter le témoignage de ces journalistes sur leur travail, sur l'exil, parce que c'est de cela qu'il s'agit, donc des journalistes exilés, donc réfugiés politiques en France, qui ont tout un parcours, bien évidemment, parce qu'avant tout, ils étaient demandeurs d'asile, ou ils le sont encore, et ils ont été reconnus réfugiés politiques. Mais pour moi, c'était important de partager avec vous leur témoignage à travers cette petite vidéo.
Voilà, donc vous l'aurez compris, donc ce sont des hommes et des femmes, donc avec un parcours, donc des hommes et des femmes qui ont vécu aussi l'expérience de la répression dans leur pays et qui viennent de divers pays. Donc justement, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un public assez, en termes de diversité, voilà, il y a une forte représentation justement voilà, il y a divers pays qui sont représentés, donc c'est aussi une diversité culturelle parce que ce sont des personnes de cultures différentes, donc une diversité linguistique, donc c'est en quelque sorte Babel, la maison des journalistes, parce que c'est beaucoup de langues qui se côtoient et il faut arriver justement à communiquer avec ces publics, enfin ces hommes et ces femmes qui parlent des langues différentes. Il y a aussi, bien évidemment, une diversité religieuse, donc les gens, ils viennent avec leur confession. Bien sûr, il y a des gens qui sont totalement laïques, mais là aussi, il faut trouver une forme d'articulation dans cette diversité. Et je rajouterai même une diversité professionnelle. C'est vrai que ce sont des journalistes, c'est une corporation, mais il y a quand même différentes pratiques journalistiques et il y a différents profils entre les journalistes presse écrite, les journalistes radio, les web radios, les journalistes blogueurs, parce qu'il y a de plus en plus de blogueurs que nous accueillons à la Maison des journalistes, même si nous faisons très attention à cette catégorie-là, parce que ce n'est pas parce qu'on publie des informations sur Internet qu'on est considéré comme journaliste. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait par les journalistes blogueurs et qui est reconnu. Et puis il y a les photojournalistes, les dessinateurs de presse. Donc là, hier, par exemple, on a participé aux États généraux des dessins de presse. Donc on a 2 journalistes turcs qui y ont participé. Donc voilà, là aussi, il y a une grande diversité du point de vue professionnel. Nous sommes basés dans le 15e arrondissement, dans une ancienne usine de brosses à reluire. Donc c'est un ancien squat. Donc ces locaux ont été aménagés par la ville de Paris. Donc on a 14 chambres qui sont mises à disposition des journalistes, donc des chambres individuelles bien évidemment, avec des espaces de travail. C'est une maison qui se visite, qui se découvre. On accueille du public également parce que nous organisons des activités culturelles. Par exemple, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, nous organisons à chaque fois un grand événement pour marquer cette journée, pour souligner l'importance justement de la liberté de la presse, donc avec nos journalistes. Sur la première photo que vous voyez, donc c'est une grande exposition qu'on avait eue avec l'un de nos photoreporters, donc un Syrien. La particularité de cette expo, c'est qu'on l'avait inscrite dans la cité, entre guillemets, parce que c'était sur la façade du bâtiment. Il y avait une partie à l'intérieur. Et sinon, des fois, nous accueillons des conférences de presse, nous accueillons des étudiants. Des fois, on accueille aussi des politiques, des acteurs du monde associatif. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique qui se crée au sein de cette maison, parce que nous avons à cœur justement de faciliter les rencontres entre les journalistes que nous accueillons, le grand public, leurs confrères, donc des journalistes français, européens, mais pas seulement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on arrive à assurer une forme de cohésion dans cette diversité, avec toute cette diversité linguistique, culturelle, journalistique. Donc, je voulais très rapidement aborder cet aspect-là avec vous. Ah, c'est bon. Alors, nous, on essaye de nous appuyer sur des éléments fédérateurs. On part du principe que ce sont des personnes qui ont un ensemble de choses en commun. Donc, ils ont en commun la profession. Ils ont connu l'exil, donc ils ont eu l'expérience de la répression également. Et ce sont des personnes qui sont dans un parcours d'exil. Donc ils arrivent en France, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient accueillis. Donc quand je parle d'accompagnement, c'est l'accompagnement social, administratif, juridique et même psychologique.
parce qu'on a beaucoup de journalistes qui ont subi des traumatismes psychologiques, voire physiques assez importants. Donc, ils doivent se reconstruire et pour cela, donc, il y a une assistance qui est fournie. Bien évidemment, nous faisons attention. Donc, c'est une approche personnalisée parce que tous les journalistes ne vivent pas l'exil de la même manière. Donc, on essaie d'être à l'écoute et de les accompagner dans ce parcours. Et on a un accompagnement également vers l'insertion. Parce que se retrouver en France dans ces conditions, ne pas avoir toutes les clés, pour certains ne pas maîtriser ou ne pas parler la langue du pays d'accueil, ça peut être un frein à l'insertion. Donc nous, on travaille cet aspect-là. On a un pôle social à la Maison des journalistes qui nous permet de mieux les accompagner parce qu'il y a tous les dispositifs actuels en matière d'accompagnement de réfugiés. Donc on essaie justement de répondre au mieux à leurs besoins en ce sens. Donc justement, on identifie les besoins. Un jeune journaliste, photoreporter par exemple, âgé de 27 ans, n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un journaliste âgé d'une cinquantaine d'années, voire plus. Par exemple, le jeune de 26 ans, donc lui, souvent, pour la plupart d'entre eux, je parle de cette catégorie, donc ils veulent poursuivre leurs études ou bien intégrer un média en faisant un stage, donc là aussi, il faut les accompagner. Pour un autre professionnel, ça peut être un autre besoin. Donc ça peut être faire venir sa famille qui est restée au pays et qui est encore en danger là-bas. Donc on travaille sur la réunification familiale, ou bien ça peut être un partenariat avec un média, soit français ou étranger, lui permettant de continuer son métier. Donc petite parenthèse, en parlant de reprendre le métier, ça reste très compliqué pour les journalistes étrangers d'intégrer un média français. Parce que souvent, donc même si c'est quelqu'un qui parle la langue, etc., quelqu'un qui jouissait d'une très grande notoriété dans son pays, souvent on nous dit, ben oui, mais la personne n'a pas la culture médiatique française, n'a pas été formée en France, voilà. Donc nous on essaye, donc c'est pour ça aussi que dans le passé, on a eu des partenariats avec des écoles de journalisme où les journalistes allaient parfaire leur formation ou développer une spécialité en réintégrant une école de journalisme pour être mieux armés sur le monde du travail. Bon, c'est vrai qu'on a quelques journalistes qui ont pu intégrer des médias français, mais ils ne sont pas nombreux. On a par exemple Soro Solo qui avait une émission sur France Inter qui s'appelle L'Afrique enchantée, c'est un journaliste ivoirien. On a quelques journalistes qui travaillent pour la chaîne d'information internationale France Média Monde. Donc il y en a qui sont à RFI, à France 24. Il y en a qui ont pu intégrer la presse écrite, par exemple Ouest France. Mais ce sont des cas isolés comparés par rapport aux autres journalistes qui sont obligés de se reconvertir dans d'autres domaines professionnels. Alors, nous avons à cœur également de partager les expériences. Quand je parle d'expérience, certes, c'est l'expérience de l'exil, ce qu'ils ont vécu dans leur pays. Ils partagent aussi leur pratique professionnelle, parce que c'est enrichissant de savoir, par exemple, comment un journaliste afghan travaillait dans les conditions qu'on connaît, comparé à un journaliste ivoirien, à un journaliste mexicain. Donc, de ce partage d'expérience, on apprend beaucoup. Donc, même nous, l'équipe à la Maison des journalistes, et même pour eux aussi, entre journalistes, donc c'est très important. Mais nous, à notre niveau, on essaye on met l'accent sur le partage d'expériences, mais en termes de témoignages. Et on a à cœur de faire profiter le grand public de leur parcours. Et on essaye de faire quelque chose de positif. Je vais en parler en vous présentant notre programme éducatif qui s'appelle Renvoyé spécial. Et voilà, comme dernier point, donc, on essaie aussi de bâtir des projets avec nos journalistes. Donc, je vais vous parler de ce journal qu'on a réalisé en partenariat avec l'agence Magnum Photo.
il faut que j'avance. Alors, c'est parce que je ne suis pas habituée au Mac, je ne suis pas Mac, je suis plutôt PC. Alors, en termes d'approche, donc ça c'est surtout pour nous, au sein de l'équipe de la Maison des journalistes, parce qu'on a quand même différents pôles d'activité entre le social, le journalisme et la communication. Il y a d'autres pôles, bien sûr, la recherche de fonds, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, on a quand même, on privilégie une approche ou des approches en termes d'accompagnement de ce public qui viennent, enfin de ces hommes et de ces femmes qui viennent de différents pays. Alors par rapport à leur situation, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont vécu des traumatismes, ce sont des personnes qui sont quand même fragilisées parce qu'ils sont dans un parcours de vie assez particulier. Donc nous, on évite tout discours victimaire. Donc on essaie de sortir de cette posture, de sortir de la victimisation. Et pour vous donner un exemple, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de bénévoles, mais on s'est rendu compte qu'il y en a que beaucoup d'entre eux viennent pour régler certains problèmes, viennent pour soit trouver une forme de réconfort dans leurs actions de bénévolat, ou on a même remarqué que certains bénévoles, pas uniquement d'ailleurs, ont tendance à faire un transfert sur les journalistes et à les garder dans cette position victimaire. Alors nous, on évite cette approche-là, parce que ce n'est pas rendre service aux journalistes. Nous, on va à l'encontre de ce discours. On tient un discours plutôt positif, un discours où ils doivent, il faut qu'on assure leur reconstruction, qu'on les aide à se reconstruire à travers un discours positif, à travers un positionnement positif. Donc on fait très attention à ça parce que c'est très important pour la Maison des journalistes, pour la cohésion et pour nous aussi, voilà, pour les différentes actions que nous menons. Donc pour cela, on pratique aussi une forme de bienveillance envers les journalistes, donc très à l'écoute. Donc on essaye, donc c'est une approche à la fois professionnelle et humaine. Donc souvent c'est pas évident d'avoir cette forme d'équilibre-là entre ces approches, mais pour nous c'est très important. Et puis un autre élément auquel on fait attention, c'est valoriser leurs talents et leurs compétences. Donc c'est pour cela qu'on présente leurs expositions, qu'on les met en contact aussi avec leurs confrères en France. Par exemple, le journaliste qui a gagné le prix Visa pour l'image, c'est un journaliste de chez nous, c'est un Syrien. Donc voilà, on avait fait connaître son travail parce que c'est quelqu'un qui avait travaillé pour l'AFP. Donc voilà, pour nous, c'est très important de les mettre en avant. Et on les met en avant à travers, par exemple, notre journal en ligne, donc l'œil de la Maison des journalistes, que je vais vous présenter aussi. Donc on est dans cette logique-là, une logique de valorisation et de dynamisation des parcours. Et ça passe également par les actions éducatives. Nos journalistes, par exemple, ils vont témoigner dans les salles de classe de leur parcours d'exil et, par la même occasion, sensibiliser le public et les jeunes en particulier sur l'importance de la liberté de la presse. Ils abordent avec ce public jeune des problématiques en lien avec la privation de liberté et on arrive justement à créer un dialogue, à ouvrir un dialogue constructif avec les jeunes sur ces thématiques-là, surtout dans le contexte actuel. Alors, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo en 2013, on s'est rendu compte que les jeunes, qu'il y avait un ensemble de thématiques qu'on pensait, enfin de valeurs qu'on pensait être acquises, mais qui ne l'étaient pas au final, à partir des retours qu'on a eu des jeunes. Donc on a eu beaucoup de jeunes on a vu qu'ils sont adeptes de la théorie du complot. Par exemple, quand les journalistes français vont dans les salles de classe, donc il y a une perception du journaliste comme quoi c'est des bobos parisiens qui racontent n'importe quoi, ils ne disent pas la vérité. Donc il y a aussi ce complotisme-là qu'on a pu identifier chez les jeunes.
Et puis avec les attaques terroristes, donc voilà, sur les caricatures, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dessiner, ce qu'il ne faut pas dessiner. Donc on était vraiment au cœur de ces thématiques-là. Et là, on s'est dit qu'il y a quand même des choses à faire, il y a des actions à renforcer. Donc notre opération renvoyé spécial qui a été créée en 2006, donc c'est tout un dispositif pédagogique, donc on a dû renforcer ce dispositif pour répondre au mieux aux besoins de ce jeune public. Donc là, on fait de l'éducation aux médias, on fait, donc ça passe, comme je le disais, par des actions de témoignage, montrer qu'il y a des gens qui prennent d'énormes risques pour nous informer et montrer aussi l'impact de certaines informations sur le grand public, sur les jeunes. L'éducation aux médias, ça passe par le décryptage d'informations qui circulent sur Internet. On est en plein dans les fausses informations, dans les infox. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait avec les jeunes, surtout à l'ère, surtout maintenant où on est tellement abreuvé d'informations. Donc, moi, j'utilise souvent le terme d'infobésité, parce qu'avec les réseaux sociaux, notamment, les jeunes sont saturés d'informations et souvent, ils n'ont pas le recul nécessaire leur permettant de critiquer ou de démêler le vrai du faux. Donc nous, à notre niveau, donc on essaye de faire ce travail-là et présenter le parcours des journalistes que nous accueillons. C'est aussi toucher à une dimension humaine qu'on n'a pas forcément dans les médias. Parce que quand on regarde les informations à la télé ou quand on lit un article de journal, on ne sait pas forcément tout le travail qu'il y a derrière en termes de risques. Donc là, par exemple, il y a eu la crise des Gilets jaunes en France. On a vu que voilà, les journalistes peuvent être empêchés aussi dans leur travail d'informer. C'est pour cela qu'il y a eu un manifeste de 300 journalistes, ces journalistes qui interpellaient le pouvoir public sur la nécessité justement d'assurer leur protection dans l'exercice de leur métier. Donc là aussi, c'est une vraie problématique. Donc nous, on apporte cette dimension humaine par le témoignage. Donc nos journalistes, ils vont ouvrir le dialogue avec les jeunes pour aborder ces problématiques-là. Alors j'essaye d'aller vite. Alors, je voulais parler aussi je voulais vous parler de notre journal qui s'appelle L'œil de la Maison des journalistes. Avant, ça s'appelait L'œil de l'exilé. Avant, c'était uniquement des journalistes exilés qui publiaient. Donc là, on a ouvert le journal à d'autres journalistes pour pouvoir croiser les regards, mais on a quand même une ligne éditoriale qui est définie. Donc, on met en avant les articles qui traitent de la privation de liberté ou de la liberté d'expression. C'est une question de point de vue, mais pas uniquement. Donc, on donne la parole à nos journalistes, mais ils ne s'enferment pas justement dans des informations en lien avec leur pays d'origine. Parce que pour nous, c'est très important qu'ils livrent leur regard sur des sujets, sur des sujets en lien avec l'actualité française, l'actualité internationale, parce que c'est une richesse et on s'en est rendu compte. Souvent, ils sont invités dans des médias, soit pour commenter l'actualité de leur pays, soit pour répondre à des questions. Et là, on voit toute la richesse de ce public-là, tout ce qu'ils peuvent apporter en plus aux médias, à la presse française, mais pas uniquement, parce qu'ils connaissent, ils ont une double compétence, c'est ce que je dis à chaque fois, parce qu'ils sont journalistes, ils viennent d'un autre pays, ils connaissent très bien la situation de la région dont ils sont originaires, et il y a des nuances ou des informations qui peuvent échapper à un journaliste français ou européen, et eux, voilà, ils peuvent apporter ces éléments manquants et qui peuvent être d'une grande richesse pour les médias. Alors, renvoyé spécial,
se déploie, donc ce programme éducatif se déploie sur toute la France. Donc en rouge, c'est tous les départements qui ont déjà reçu un journaliste exilé. Donc pour aller vite, hein, donc je vais vous présenter quelques chiffres de l'opération Renvoyé spécial. Voilà, donc c'est environ 110 rencontres par an, donc dans la plupart des académies, donc y compris l'outre-mer, donc avec plus de 15 000 élèves participants, 40 journalistes, donc dont un tiers de femmes, et les interventions se font en français, mais aussi dans d'autres langues, en anglais, en arabe, mais dans d'autres langues comme le turc, le russe. À chaque fois, on fait appel à des interprètes. Et c'est un projet qui se construit avec plusieurs enseignants. Et c'est dans le cadre d'un projet pédagogique bien défini, bien structuré. Par exemple, il y a des enseignants qui peuvent choisir de travailler sur le thème de l'exil, d'autres qui veulent travailler sur la Syrie, d'autres qui veulent travailler sur un aspect culturel du pays d'origine du journaliste. Donc voilà, donc, nous on essaie de construire ces rencontres, en fait de préparer ces rencontres en amont avec les enseignants parce que c'est un programme transdisciplinaire. Alors la nouveauté de l'opération Renvoyé spécial, c'est que nous avons élargi notre public. Donc avant c'était uniquement pour des lycéens et là désormais on fait ce même travail de sensibilisation à partir des témoignages auprès de jeunes placés sous protection judiciaire. Donc on travaille avec le ministère de la Justice et le ministère de la Culture, en plus de l'Éducation nationale, et plus particulièrement du CLEMI. Donc là, pour le troisième projet innovant, donc je voulais vous présenter ce journal. Ce journal qui a été réalisé par plusieurs de nos résidents et des photographes internationaux, des photographes de l'agence Magnum. Au fait, avant tout, c'était une exposition qui a été présentée sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris. Et on avait pu mobiliser tout un ensemble de partenaires. Donc l'idée, c'était d'offrir un regard croisé de journalistes réfugiés et de photographes internationaux sur des sujets d'actualité, mais pas uniquement. Donc ils avaient carte blanche, donc il y en a qui ont travaillé par exemple sur les prisons françaises. Le journaliste marocain qui a travaillé sur la prison, la situation des prisonniers en France, lui, il avait fait de la prison dans son pays. Donc vous voyez donc, le double regard. En plus, le journal, le projet s'appelle d'ici. Donc c'est d'ici, comment je perçois l'autre, ce que je vois de l'autre. Donc il y avait cette idée d'ancrage aussi à la France, tout en venant d'ailleurs. Donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, donc j'ai ramené quelques exemplaires du journal. Donc on a eu une journaliste zimbabwéenne qui a participé à ce projet. Donc en fait il y a eu une toute petite vidéo où elle disait pourquoi pour elle c'était important de participer à ce projet. Alors pourquoi j'ai voulu vous en parler, puisqu'on est dans la problématique de la diversité, la problématique de l'insertion sociale, parce qu'avec ces projets-là, et plus particulièrement ce projet de journal, on a pu non seulement mobiliser les journalistes, mais ils ont pu retravailler en tant que journalistes parce qu'ils ont été rémunérés comme les photographes internationaux sur ce projet. Donc ça participe d'une vraie insertion sociale et nous on continue avec d'autres projets pour non seulement mettre en avant les talents, les compétences de ce public et aussi de réaliser de beaux projets. Alors je vais vous faire écouter Thelma Chikwana. My name is Thelma Chikwana. I am exiled journalist. I'm originally from Zimbabwe. I'm currently resident at Maison de Journalistes. I've been working as a journalist ever since the year 2000, and I have been writing
critically about the ZANU-PF government led by former President Robert Mugabe. And my work as a journalist has really found me in a lot of trouble, because in my country journalism is usually criminalized. You know, there are so many laws in my country that prohibit the practice of journalism, and so I've been through thick and thin, you know, for telling the story as it is, without fear and without favor. And I think I don't see myself stopping that in the near future. I think this is just something that I was born to do, and I will continue to do it until I breathe my last. Okay, my life here in France is very, very different from my life in Zimbabwe, because in Zimbabwe I have a sense of identity, and here I do not have a sense of identity. This is mainly because of, you know, the process of seeking asylum. It's not an easy process. It strips you of everything that you have. It strips you of your confidence, and sometimes it can strip you of your mind too. And so right now I'm in the process of trying to rebuild my confidence again, and I'm trying to, you know, build synergies to see if I can continue to practice journalism, which I am very passionate about. And right now, because of my association with the MDG, I've actually had opportunities to work with the people like, you know, the Magnum association, and I'm going to be doing a story in their publication, and I'm really, really looking forward to that. And I also love the fact that, you know, my voice is not completely gone, because, you know, at the Maison des Journalistes we have our in-house website, and we publish the Exiled Journalist publication, and I actually get a chance to, you know, showcase my work there. So I think it's not over for me yet, but I don't know if if it will be possible for me to get back to the same level which I was when I was in Zimbabwe. Voilà, donc elle a parlé justement de ce journal, de sa participation à ce projet qui s'appelle D'ici. Donc vous pourrez bien sûr partir avec un exemplaire du journal. Alors pour finir, puisque quand même il y a des actions, il y a des journalistes qui arrivent quand même à créer à prendre des initiatives et à s'émanciper de la maison des journalistes, et on est très content de cela. On a par exemple un journaliste afghan, un jeune journaliste afghan. Donc il est arrivé en France et 2 ans après, donc il ne parlait pas du tout le français. Donc il a pu apprendre le français en un temps record. Il a commencé il a repris ses études à la Sorbonne. Donc il a fait des stages dans des médias et il vient de créer un média qui s'appelle Giti News, et j'aimerais partager son témoignage avec vous. Alors bonjour, je m'appelle Mortaza Beboudi, photojournaliste afghan, et je suis ancien résident de la maison des journalistes, et aujourd'hui j'ai fondé le média en ligne Giti News. Au début, j'ai demandé un compte blog sur Mediapart que j'écrivais gratuitement, puis après j'ai essayé de vendre mes articles, en même temps mes photos, que j'ai fait pendant plusieurs événements à Paris, pendant des conférences internationales. Par exemple, pendant la COP, que je suis parti plusieurs fois être correspondant pour les médias internationaux. Donc oui, j'ai pu faire, mais ce n'était pas facile, parce que si on n'a pas de réseau après la maison des journalistes, donc on ne peut pas continuer le métier ici en France. Déjà, pour les Français, c'est très difficile le métier de journalisme aujourd'hui, parce que le marché est saturé. Donc en même temps, pour les étrangers encore, pour les journalistes réfugiés qui viennent d'arriver en France, qui sont en France depuis quelques années, donc c'est encore très difficile, parce que ils n'ont pas de réseau. En même temps, s'ils ont réseau,
parfois ils ne parlent pas la langue, donc encore c'est pire, et que ça devient plus en plus dur de travailler un travail dans les médias français. En novembre 2015, je suis allé à Strasbourg au Conseil de l'Europe pour assister à la conférence de le World Forum for Democracy, le Forum mondial de la démocratie. Mais en même temps, on parlait de la démocratie, mais aujourd'hui en France, j'ai réalisé qu'il y a de la démocratie, mais en même temps, il y a une démocratie contrôlée. Getty News, c'est un projet que j'ai réalisé depuis janvier 2019, récemment, parce que quand je suis sorti de la maison de journalistes, ça m'a beaucoup choqué le marché de médias ici en France, parce que je n'arrivais pas à trouver un travail en France, un travail stable dans le média. Donc j'ai décidé de fonder un média en même temps qui réunisse les journalistes français et des journalistes réfugiés qui travaillent ensemble en binôme pour porter un nouveau regard, un double regard sur l'actualité. Aujourd'hui, on est 14 journalistes dans ce média en ligne indépendant, qu'on réalise des reportages photos, vidéos, dessins de presse, articles et podcasts, toujours en binôme signé par un journaliste français et un journaliste réfugié. En Afghanistan, bien sûr, on ne peut pas manifester. Et le journalisme, c'est un crime là-bas pour les talibans. Donc encore, il y a beaucoup de journalistes qui ont été tués. J'ai perdu 2 collègues en Afghanistan. Donc en France, encore, il y a la liberté de la presse, mais les journalistes ils sont de plus en plus menacés. On a eu pendant les manifestations des Gilets jaunes ici en France, il y a plusieurs journalistes qui étaient attaqués aussi et étaient menacés pendant l'élection présidentielle. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence, mais au niveau de la sécurité, bien sûr, en Afghanistan c'est encore difficile. On a une liberté de la presse par le gouvernement, par l'État afghan. Mais malheureusement, il y a plusieurs groupes. Aujourd'hui, les journalistes ils sont menacés par les talibans, par les groupes, par les tribus. On a la guerre civile en Afghanistan. On a 3 guerres en Afghanistan. La guerre civile entre les tribus, la guerre religieuse entre les sunnites et les chiites, encore aussi avec les talibans et les gouvernements. Encore aussi avec l'étranger, ceux qui travaillent avec l'étranger. Donc aujourd'hui, les journalistes ils sont plus en plus menacés. On a perdu en 2016 12 journalistes. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout les journalistes afghans. Malheureusement, ils savent pas comment se protéger. Il y a très très peu moyens. On n'était pas formés. On n'avait pas eu formation de se protéger dans les zones de conflit. C'est vrai, il y a des bourses, il y a des formations à l'étranger, de partir en Inde ou ailleurs pour être formé, être journaliste de guerre. Mais en Afghanistan, nous, les journalistes citoyens, les journalistes, ils deviennent comme ça. Ils deviennent correspondants de guerre, reporters de guerre, tout simplement et exercer le métier sur place, sur le terrain. Donc, ils deviennent comme ça, sans formation. Bon, il y a 4 ans, je ne parlais pas même un mot de français. Encore, c'est grâce à la maison des journalistes. Dans cette salle qu'aujourd'hui on est, j'ai eu des cours de français avec des professeurs. On était 4, 5, des journalistes syriens, des journalistes soudanais, des journalistes pakistanais et afghans moi-même. Donc, on a appris le français ici dans cette salle, ici à la maison des journalistes. Donc, pendant 7 mois, j'ai eu la chance avoir un professeur ici et aujourd'hui, je peux dire que la maison de journalistes nous a aidé aussi à avoir un réseau, être en contact avec des journalistes français, avec les médias français pour continuer, pour essayer d'exercer notre métier ici en France. C'est la liberté de penser, s'informer et la liberté de s'exprimer. Pour moi, c'est ça la liberté de la presse. Je vais conclure avec les mots de Mortaza. La diversité, au fait, c'est une richesse. Donc, je tiens à le dire, surtout à une période où on a tendance à stigmatiser l'étranger, celui qui est différent en général. Donc voilà, ça c'est le genre de parcours sur lesquels, le genre de parcours qui nous
exhorte justement à relativiser sur ces questions-là. Merci. Alors, je suis à votre disposition pour vos questions. Merci pour l'exposition. J'avais peut-être une préoccupation. Comment vous en prenez? Parce que comment vous allez savoir qu'un journaliste est en danger et qu'il cherche l'exil? Parce que tout le monde peut s'amener et dit je suis journaliste, je suis avancé dans mon pays, voilà, je suis là. Par quel mécanisme vous arrivez à connaître réellement que celui-là est journaliste et voilà, qui cherche l'exil? C'est un peu complexe là. Et la deuxième préoccupation, c'est vous avez bien dit qu'il n'est pas facile d'intégrer des journalistes français pour ces gens en exil. Mais plus tard, vous dites encore qu'il y a un de ces journalistes en exil qui a reçu un prix. Est-ce qu'on peut recevoir le prix tout en n'étant pas journaliste? Comment ça s'est passé? Parce que d'abord, la personne n'a pas été reconnue comme journaliste par les médias français, mais cette personne a reçu le prix des journalistes français. Je voudrais un peu comprendre comment ça se passe. Sur la deuxième question, peut-être que je me suis mal exprimée. Au fait, on n'accueille que des journalistes, bien sûr. D'ailleurs, ça doit être le premier critère. La personne doit justifier de sa situation professionnelle, donc être journaliste. Donc pour cela, nous travaillons avec des organisations comme Reporters sans frontières, comme le Comité de protection des journalistes, basé aux États-Unis. Au fait, toutes ces grandes organisations ont des bureaux dans la plupart des pays où la liberté de la presse n'est pas menacée. Donc il y a un réseau de correspondants qui peuvent attester de la situation de la personne. Et puis nous avons aussi notre propre réseau à la Maison des journalistes, parce que ça fait quand même 18 ans que cette structure existe. Donc nous avons aussi notre propre réseau. Nous travaillons avec des associations, des organisations comme Amnesty International. Et il faut savoir que la plupart des personnes que nous accueillons, ce sont des personnes qui étaient très connues dans leur pays, qui jouissaient d'une grande notoriété. Parce que c'était des leaders d'opinion, entre guillemets, c'était des éditorialistes, hein, donc des personnes qui avaient une voix. Donc, leur parcours est évident. Et souvent, nous, on entend parler de ces personnes avant même qu'elles nous sollicitent. Donc, des fois, ce sont ces organisations qui écrivent des papiers sur leur situation. Par exemple, le journaliste marocain dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a collaboré, qui a travaillé avec nous dans le cadre de ce projet. Donc, lui, comme il était en procès, donc il y a toutes ces organisations de défense des droits humains, parce que là, ça va au-delà de la liberté de la presse. Il y a eu plein d'organisations de défense des droits humains qui se sont mobilisées pour réclamer sa libération, etc. Donc déjà, ça fait... Il y a beaucoup d'éléments qui déjà peuvent nous indiquer qu'effectivement c'est un journaliste. Après, donc il y a tout un protocole d'admission, hein, donc c'est pas que du déclaratif. Donc je suis journaliste, j'ai été en danger dans mon pays, donc j'ai besoin du soutien de la Maison des journalistes. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Nous, c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs nos journalistes, enfin, avec le protocole qu'on a mis en place, c'est comme si on était en quelque sorte l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA. Parce que si vous nous sollicitez, il faut quand même montrer dans une certaine mesure que vous êtes journaliste et que vous avez eu d'énormes difficultés, que votre vie était en danger dans votre pays. Donc voilà, nous, ce sont ces deux critères-là. Après, il y a d'autres critères hein, qui nous portent
admettre une candidature à la maison des journalistes. Donc si par exemple la personne est en grande précarité, parce que comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui n'avaient pas planifié leur voyage, qui se retrouvent du jour au lendemain dans un pays étranger, en France, qui n'ont pas forcément les codes du pays d'accueil, donc il faut les accompagner, les aider. Entre une personne qui a déjà de la famille en France, ou qui est en famille, parce que nous, on n'accueille que des personnes seules, et quelqu'un qui arrive en catastrophe, qui n'a personne, etc. Donc, on voit tout de suite où est la priorité. Donc, voilà. Donc, pour résumer, donc, nous, on a quand même des critères d'admission à la maison des journalistes et on travaille avec des associations, des organisations, même si souvent on est sollicité soit par des journalistes français qui avaient travaillé dans leur pays avec ces journalistes, ou par ces organisations-là, ou même des fois par le Quai d'Orsay. Alors, par rapport à la première question, la deuxième plutôt, la première, pardon, par rapport à l'attribution de prix, ben, tous nos journalistes, ils sont tous journalistes. Hein? Donc, la personne qui a reçu le prix, c'est sur la base de son métier. Donc, c'est un photoreporter qui était correspondant de l'AFP à Alep. Donc son travail a été remarqué, donc nous justement on avait mis en avant son travail et il a eu ce prix. Est-ce que c'était ça la première question? C'était la seconde, parce qu'en fait je voudrais comprendre, il n'a pas de qualité, il n'est pas reconnu par... Ah oui, donc c'est ça. Non, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu par la profession, donc c'est un journaliste, mais quand il s'agit d'intégrer un média français, donc il y a d'autres critères d'appréciation qui entrent en ligne de compte. C'est pas qu'on ne reconnaît pas la personne en tant que journaliste, mais on lui dit tout simplement, compte tenu de nos critères par rapport je sais pas, aux compétences exigées pour travailler dans un média français, donc c'est pas possible, ou voilà, il faut soit une formation, mais ça ne veut pas dire que les journalistes étrangers, les journalistes exilés que nous accueillons, non, ça ne veut pas dire que la profession ne les reconnaît pas en tant que journalistes, c'est pas ça. Merci. Peut-être pouvez-vous nous dire deux mots sur la façon dont est financée la maison. Alors, cette maison a été créée sur le principe de la solidarité confraternelle, parce que c'était important pour les cofondateurs, donc Daniel Royan, qui était journaliste à Radio France, et Philippe Spinot, réalisateur. C'était important que les médias participent à l'action de cette maison sur la base justement de cette solidarité. Donc nous, on a un système de parrainage. Donc des médias financent une chambre à la maison des journalistes. Chaque chambre porte le nom d'un média parrain. Donc on a par exemple la chambre Radio France, la chambre Le Canard Enchaîné, la chambre Sud-Ouest, donc c'est la presse quotidienne, la presse nationale, régionale, les Échos, Ouest France, l'AFP, donc ils sont une douzaine à peu près, et ça représente 50% de notre financement. Sinon, on a aussi une subvention européenne, même si c'est très compliqué, hein, donc la gestion des fonds européens, bon, c'est pas tant sur la gestion, mais c'est sur le mécanisme d'attribution, on va dire. Et après, on a d'autres donateurs, par exemple la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. C'est des financements dédiés. Donc la SCAM, c'est pour des activités culturelles. Pour les activités éducatives, c'est surtout la région Île-de-France pour l'opération Renvoyé spécial. C'est le ministère de la Culture, le ministère de la Justice pour Renvoyé spécial auprès des lycéens. Donc voilà, donc c'est un peu ça le schéma de financement de la Maison des journalistes. Mais c'est un schéma, si vous voulez, j'aime pas trop parler de modèle économique parce qu'on n'est pas dans une entreprise, c'est pour ça que j'utilise l'expression schéma de financement. C'est très compliqué parce qu'on dépend essentiellement de dons et de subventions. Donc ça veut dire et ça on le vit hein, au fil des ans, il y a des médias qui en cours d'exercice nous disent « Ah ben c'est formidable ce que vous faites, mais malheureusement cette année on ne peut pas verser la subvention, donc c'est en moyenne 12 000 €. » Donc pour certains médias,
bon, je ne sais pas comment vous appréciez, enfin, votre jauge d'appréciation. Pour certains, c'est rien du tout, on ne va pas compter leurs sous, mais voilà, donc des fois c'est lié aussi aux politiques de mécénat. Par exemple, M6 nous a quittés, M6 pour ne pas le nommer, il y a 2 ans, parce qu'ils ont revu leur politique de mécénat, ils ont décidé de soutenir les sortants de prison. Donc voilà, la Voix du Nord était en plan social, donc ils ont dû arrêter leur financement. C'était pareil pour Prestalis, qu'on a perdu. Donc à chaque fois, il faut se mobiliser pour trouver d'autres sources de financement. Et ça passe par des projets qu'on met en place. Par exemple, pour ce projet-là d'ici, un projet d'exposition sur la façade de l'hôtel de ville avec un journal tiré à 40 000 exemplaires. C'est vrai qu'on a eu l'aide de Ouest France, hein, c'est Ouest France qui a édité ce journal, mais il a fallu trouver de l'argent pour rémunérer les journalistes, pour les prestataires. Voilà, c'est un projet à 100 000 €, ça ne se voit pas comme ça, mais il faut aller chercher l'argent. Donc ça fait partie aussi du travail de la Maison des journalistes, donc c'est trouver des fonds pour faire fonctionner cette maison, pour donner cette assistance à ces journalistes parce qu'il y a une aide matérielle, hein, qui est proposée. Donc déjà, le logement, la prise en charge sur le transport, quand on envoie des gens, je ne sais pas, à Bayonne pour renvoyer spécial ou à l'île de la Réunion, donc tout ça, ça a un coût. Donc voilà, donc, si par hasard vous connaissez de grands mécènes ou s'il y en a parmi vous, c'est l'occasion de faire un appel à la générosité. Merci. Vous avez parlé d'une double compétence, notamment pour analyser des situations, commenter l'actualité dans les pays d'origine. Mais quels sont les mécanismes que vous mettez en place, que vous observez en fait pour pouvoir garder cette compétence qui est quand même en tête de difficulté de garder en fait le professionnalisme quand on a vécu une situation tragique pour rester objectif. Parce qu'il y a le passé individuel qui est là, et puis la prise de position peut-être qu'on avait avant, et puis comment est-ce qu'on peut toujours porter un regard objectif sur l'évolution des choses, et surtout garder des réseaux, parce que le journalisme aussi, ça fonctionne à partir des réseaux. Quand on est un peu coupé de ces réseaux, en termes de distance, quels sont les accompagnements que vous mettez en place pour pouvoir travailler sur cette objectivité, justement, et le deuil de ce qu'on a vécu pour suivre l'évolution. Merci, c'est une question très pertinente parce qu'on est effectivement confronté à cette problématique-là. Souvent, quand les journalistes ils arrivent, surtout les primo-arrivants, donc on a constaté que la plupart d'entre eux ont du mal à garder cette forme de distance par rapport à la pratique journalistique. Parce que comme vous l'avez dit, donc quand même le journaliste se doit de rester objectif. Mais avec son parcours, hein, les persécutions subies, c'est vrai que certains ont du mal à garder cette distance-là. Souvent, c'est plus, je ne veux pas dire de règlement de compte, c'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il y a souvent, il y en a qui sont là juste pour dénoncer, voilà. On sent, ça se reflète dans leurs écrits, donc ils dénoncent, ils critiquent le pouvoir, etc. Donc nous, on essaye de les ramener à l'objectivité. C'est pour cela qu'on a quand même, c'est un journal, hein, avec un rédacteur en chef, donc il y a des réunions de rédaction. Donc, surtout pour garder l'équilibre, nous, ce qu'on a fait, on a créé un espace d'expression. Donc, il y a une rubrique Libre Tribune et il y a les articles qui sont publiés sur des sujets, donc avec une répartition des sujets en conseil de rédaction. Mais c'est une vraie problématique et nous, à chaque fois, on essaye de tirer la sonnette d'alarme pour leur dire attention, donc là, vous êtes plus dans la critique que dans le journalisme. Voilà.
Mais ça, c'est une problématique encore plus générale, l'objectivité dans l'information. Ok, merci beaucoup. Je voudrais savoir, parce qu'on parle de la liberté de la presse, est-ce qu'elle n'a pas des limites? Si oui, comment faire la différence entre un journaliste qui aurait outrepassé ses limites, donc un problème personnel, et un problème lié à l'exercice de son métier? Bon, ça c'est une question presque philosophique, donc on en a plus ou moins parlé là. Donc nous, on est confrontés justement à cette situation. La question de l'objectivité de l'information ne concerne pas uniquement les journalistes exilés, parce que quand on écrit, quand on analyse le monde à travers son propre prisme, avec son vécu, avec son regard, et avoir cette distance absolue est quasiment impossible. Maintenant, il y a des critères, il y a une déontologie, il y a quand même un positionnement à avoir en tant que journaliste, et heureusement qu'on a quand même ces critères-là qui sont des garde-fous par rapport à la profession. Mais dans les médias en général, on essaie de garder cette ligne de conduite par rapport à l'exercice du métier. Mais l'objectivité absolue dans l'information, ça n'existe pas. Moi, c'est pour ça que je préfère parler de la vérité. Au fait, un journaliste se doit de dire la vérité, au fait, ce qui se passe. Au fait, c'est surtout s'effacer pour montrer la face du monde, pour présenter un problème, pour présenter une situation telle qu'elle est. Mais après, il y a différentes formes de journalisme, suivant qu'on est un éditorialiste, bien sûr, c'est sa perception d'une situation, bien sûr. Mais le journaliste lambda qui traite d'un sujet va essayer d'avoir le maximum de distance possible par rapport à la situation qu'il décrit. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci beaucoup.